Je remercie à la direction du Congrès de m'avoir donné un espace. Et je suis très heureuse de vous rencontrer tous, même que virtuellement. Et c'est un plaisir de parler d'identité au Brésil parce que c'est un problème qui se pose beaucoup, n'est-ce pas, même au quotidien. Quelle est cette identité dans un pays aussi mélangé, si on peut dire. Et donc, je commence avec une citation de Michel Bacheter qui dit Durand montre en effet magistralement que la cohérence du champ imaginaire possède de l'irréductible hétérogénéité de ses constituants. Toute identité ne peut émerger que si elle intègre l'altérité. L'unité ne peut être que pluralité ordonnée. Il y a un écho, peut-être. Qu'il s'agisse de l'individu ou d'une société, d'un ensemble socioculturel, la notion de polarité antagoniste demeure essentielle. Donc, ça, c'était une citation de Michel Bacheter sur un article qu'elle écrit sur Gilbert Durand. Maintenant, nous allons directement au Brésil. Donc, Gilberto Freire, anthropologue brésilien, reprend et approfondit. Vale, no, que va. Muy bien. No, pues no viene. Vale. Oui, il y a des interférences. Oui, il y a de la cacophonie. Est-ce que tu pourrais te rapprocher un peu peut-être du micro pour qu'on t'entende mieux, si c'est possible? Voilà, je crois que ça ira mieux. Bon. Mais je recommence. Donc, Voilà, Gilberto Freire, anthropologue brésilien, reprend et approfondit la question de l'identité culturelle par rapport à la réalité brésilienne. Dans un livre Interprétation du Brasil, un chapitre entier est intitulé Unité et diversité, nations et régions. L'auteur y cite la définition du régionalisme du professeur Bios comme une façon, je cite, une façon spéciale de considérer la réalité ultime de la vie. Fin de citation. Puis expose l'importance du mouvement régionaliste commencé en 1926 sous sa propre orientation. Il écrit, je cite, « Le mouvement régionaliste, qu'un groupe d'écrivains, d'artistes et de scientifiques a commencé il y a 22 ans, représente peut-être le premier mouvement systématique de ce genre en Amérique. Il a été et continue d'être un effort pour encourager au Brésil une expression culturelle plus spontanée, une expression plus libre de la culture par les habitants de ces différentes régions. Le Nord-Est, d'où est parti le mouvement, vient de ces régions à l'histoire particulièrement riche, remarquable pour son potentiel humain. » Fin de citation. Ainsi, le Nord-Est peut être considéré comme une région culturelle avec sa propre définition, car, comme le dit le maître, je cite, « Il n'y a peut-être pas de région au Brésil qui dépasse le Nord-Est en termes de richesse de traditions illustres et de netteté de caractère. Plusieurs de ces valeurs régionales sont devenues nationales, après avoir été imposées à d'autres Brésiliens, moins en raison de la supériorité économique que le sucre a accordée au Nord-Est pendant plus d'un siècle, qu'en raison de la séduction morale et de la fascination esthétique de ces mêmes valeurs. » Fin de citation. Et il assure en outre que l'ensemble des régions est ce qui forme vraiment le Brésil. D'autre part, il est important de tenir compte de l'assertion de Jean-Jacques Wunenberger, je cite,
le mythe constitue un imaginaire en quelque sorte transitionnel pour toute création. Au lieu d'être confronté au vertige de la page blanche, de s'installer dans le vide qui sépare le néant de l'être, l'artiste trouve dans le mythe le mouvement élémentaire qui fait surgir une histoire, le texte initial à partir duquel un nouveau monde peut être dit ou montré. Fin de citation. La création par un autre individu, porteur de diverses mythologies, va donc rendre compte d'un complexe culturel bien spécifique, une pluralité bien ordonnée, comme on vient de dire, à l'âme tigrée. L'âme tigrée qui est une proposition, comme tout le monde sait, de Gilbert Durand. Maintenant que le nouvel esprit scientifique et le nouvel esprit anthropologique ont ouvert plus largement le champ du réel, en montrant l'importance des mythes dans la vie quotidienne et tenant compte des mélanges culturels, virtuels inclus, de plus en plus rapides, qui caractérisent notre époque, il faut bien prendre en considération que toute individualité est inévitablement tigrée. 3 chemins seront ici empruntés pour cerner cette identité, le complexe mythique religieux, les images de la faim quand on mange, la faim, et l'expression artistique. Je vais mettre les images. Je vous demande un petit instant. Vous m'entendez bien là? Oui. Oui. J'affronte là la technologie. Voilà, ça y est. Graphica inteiro. Diaporama, talvez. Não. Un instant, ça arrive. Comment est-ce qu'on met ça en page entière? Je ne sais pas. Il faut cliquer sur diaporama. Il faut cliquer sur diaporama. Si vous remontez, c'est dans les petits carrés rosés. Là, diaporama. Juste sous votre flèche. Non, plus loin, voilà. Oui, rien. Bon. Eh bien, si vous me donnez des conseils, là. Je ne sais pas, là, depuis le début. Alors, l'assistance techno. Oui. Qu'est-ce qui me donne des conseils, là? À gauche, vous avez 3 icônes en bas où on écrit affichage normal. Essayez la 3e icône qui ressemble à une sorte de coupe de verre en bas. Vous descendez, là, clic, si possible. Voilà. Eh bien, on y arrive, la merveille. Voilà, merci. Donc, je vais commencer à parler des modèles mythiques. Voilà. Alors, le double et la métamorphose, livre sur l'identification mythique dans le candomblé brésilien de Monique Augras, et toute son œuvre d'ailleurs, celle de Monique Augras, sont sans doute une lecture essentielle et indispensable pour comprendre la formation de l'identité brésilienne. Et Marion Aubray, qui s'est également penchée sur le sujet à propos du vécu du candomblé, dit que, je cite, « La cosmogonie traditionnelle
y est polythéiste et divise le monde en deux niveaux, l'un visible, où se meuvent les humains, et l'autre invisible, où demeurent les entités mythiques, anthropomorphes, les orishas. Ceux-ci sont liés à la fois à des éléments naturels, feu, eau, tempête, arc-en-ciel, plantes, minéraux, etc., et à des catégories culturelles, guerriers, séducteurs, artisans, guérisseurs, entre autres, dont l'articulation conforme la structure spécifique à chaque orisha, en quelque sorte archétypale, qui fait que de chaque orisha un modèle d'identité mythique pour les humains qui lui sont dédiés. Fin de citation. Deux aspects du mythe, tels que définis par Gilbert Durand, comme un système dynamique de symboles, d'archétypes et de schèmes qui tend à se composer en récit, c'est-à-dire qui se présentent sous forme d'histoire, sont importants. D'abord, les deux aspects, n'est-ce pas? D'abord que le mythe soit un récit fondateur de la culture, et puis qu'il ordonne le social et donne un sens à la vie. Il est important de souligner ici le fait que le quotidien de toute culture est basé sur ces mythes et le fait que tout individu a à sa disposition divers modèles sur lesquels il peut s'appuyer pour développer son individualité, son identité. La réalité brésilienne, de par sa formation, offre à l'individu une grande diversité de modèles mythiques, principalement d'origine autochtone, occidentale et africaine. C'est dans cet éventail de possibilités que chacun va choisir et adapter ses propres modèles. Qu'on imagine une table ronde. Autour ne sont assis ni les 12 apôtres, ni les chevaliers du roi Arthur, tous du même sexe masculin, mais côte à côte, Oshala et la Vierge Marie, Saint Jean et Shango, Yemanja et Iara, Yansan et Touprin, un Sassi et Koma du Flozinha, Jésus et un Bouddha au gros ventre. La table est desservie par échoux. Je pourrais expliquer plus tard, mais pas tous ces noms. Então, à cette table, tous les dialogues sont possibles et rendus propices par Échou, médiateur par excellence. Et je vais parler maintenant de la fixation de l'identité dans les cérémonies d'initiation du candomblé. L'image que vous voyez là, qui est d'un groupe de Bahir, d'un groupe religieux, vous voyez le nom là. Alors, lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de l'entrée dans la Kamagne, une voie sacrée, lieu où la personne devra se recueillir plusieurs jours dans le silence et la solitude, la massie est préparée, qui consiste à pétrir des feuilles spécifiques à chaque orisha, en particulier l'orisha patron du terrible, du lieu sacré, et qui détient l'ori, c'est la tête de la personne initiée. Préparation accompagnée de chants et en présence de l'orisha qui est invité à descendre, puisque dans cette religion, ce ne sont pas les adeptes qui montent, mais ce sont les orishas qui viennent s'incorporer. Donc les orishas qui sont invités à descendre pour présider à l'action. Ensuite, la tête de l'initié est lavée avec cette préparation sacrée, tandis que les termes de la relation à partir de ce moment entre lui et le sacré sont transmis. Un bain corporel complet suit avec la même préparation qui doit rester sur le corps pendant de longues heures. Enfin, selon l'orisha de l'initié, un feu est allumé dans un récipient, dans un cadre métallique et placé
sur la tête de celui-ci. On observe alors que le choix des plantes se fait... las pechugas y las sacaré en un plato, ¿no? ¿Qué? Las pechugas. Es que esto es el Congreso, mira qué bonito. A ver. Esto es el Brasil. Mire qué bonito. Pero no tengo voz. A ver, revísame todos. Revísame los audífonos de allí. Montserrat, Estos son los de... Montserrat, Hola, ¿y acá estos de acá? ¿nos estás Todo que esté entendiendo? enchufado bien. Bon, je pense que c'était Montserrat Prat-Serra qui essayait de dire, ou enfin de se connecter. Je l'ai mis sur le... On verra bien. Bon, je continue. On s'excuse. Donc, je continue. Donc, on observe alors que le choix des plantes se fait en fonction de l'orisha de l'individu, de l'orisha qui est l'entité sacrée, n'est-ce pas? Ahí dale, ahora. De l'orisha du terreiro et avec les feuilles de tous les orishas. En d'autres termes, lors de la cérémonie d'initiation, des éléments individuels, collectifs et sacrés, cosmiques, sont présents. Tous interagissent selon la dynamique spécifique de ce moment unique. L'eau sacrée dans laquelle les feuilles ont été pressées fait la jonction entre les deux éléments, eau et végétation. Le récipient où est préparée la massie est une coupe en argile qui à son tour symbolise la terre. Les préparatifs se font au son de chants d'enchantement, au souffle des lorishas, et là se trouvent déjà 3 éléments. Le 4e, le feu, est placé sur la tête du néophyte. Ainsi, les 4 éléments de la nature sont harmonisés et resignifiés par rapport à une individualité spécifique. Lors de la fixation de l'identité, tous les éléments de la nature sont resignifiés en fonction de l'énergie propre à l'individu initié. L'interaction entre les diverses énergies présentes à ce moment est unique. Il est à noter tout d'abord qu'il n'y a pas de dichotomie bien-mal dans les mythologies yoruba. Il n'y a pas non plus de Es que pone desactivar. Il n'y a pas non plus de dichotomie. Bon. Il n'y a pas non plus de dichotomie homme actif, femme passive. Les femmes, qu'elles soient Yemanja, Oshun ou Yinsen, sont actives et guerrières, en plus d'être aimantes, maternelles et amicales. Par ailleurs, la femme, Oduduwa, le pouvoir de l'utérus qui donne naissance à l'existence, et Yemanja, la femme donc, est une partie active du processus de création de l'univers primordial dans le cas de Nanin, qui est une autre entité sacrée. Elle est également libre de choisir ses actions. On note donc la présence au sein de ces mythes de la structure synthétique de l'imaginaire, essentiellement due à la présence du temps cyclique, mais aussi due aux aspects à la fois mystiques et guerriers compris dans les orishas. Francesca Bassi, dans un de ses travaux, souligne que, je cite, les marqueurs d'identité familiale ou lignagère peuvent se développer à partir du plan sensoriel individuel. Fin de citation. Bien. Donc ça, c'était la première entrée, c'était le domaine des mythes. Et maintenant, nous entrons dans les expressions d'identité à travers l'expression artistique. Je voudrais d'abord souligner quelques observations de Gilbert Durand dans Beaux-Arts et Archétypes. Je cite, « Nous voudrions montrer notamment sur 4 points que toute création artistique est une main tendue qui donne à voir, entendre, aimer le travail, mais inversement, une main qui tend la main pour recevoir, accueillir, recueillir les multiples messages et les enrichissements
qui viennent de l'autre, qui viennent du vaste et inépuisable océan régénérateur. Fin de citation, et j'en dis une autre. La première vertu de l'artiste pour cette offre et pour cet accueil, pour cet échange, c'est la générosité. La seconde, c'est cette pieuse humilité, cette dévotion, pietà, à l'altérité des maîtres, des techniques et des horizons uniques d'une culture. La troisième vertu cardinale de l'artiste, c'est l'esprit de fraternité qui fait sympathiser le vainqueur avec l'art du perdant, qui communique à l'esclave la sensibilité du maître et à l'inverse, transforme les chœurs protestants en chants gospel. Fin de citation. Pour dire de quel art je vais parler, sur quelle perspective. Quand le but est d'appréhender les significations profondes d'une culture, il faut donc se pencher sur les œuvres d'art et leur contenu symbolique qui en sont l'expression essentielle. Pour les approcher, ce que le scientifique a en main, selon la méthodologie d'Hubert Durand, n'est-ce pas? Ce que le scientifique a en main, donc, c'est une image insérée dans un contexte culturel et établissant la communication entre les individus. Cette image contient obligatoirement des symboles qui se réfèrent à des archétypes, qui se réfèrent à des schèmes qui décrivent le trajet anthropologique d'une communauté spécifique, située dans le temps et dans l'espace. Je cite, « Les images que l'homme imagine sont toujours des symboles significatifs dont l'effort scientifique doit remonter les traces aux schèmes et aux intentions symbolisantes. » Les intentions symbolisantes sont dans le trajet anthropologique, n'est-ce pas? Un ensemble d'œuvres d'art, l'expression d'un même groupe culturel, donnera donc à voir la constellation mythique qui le caractérise. Dans ce but, des recherches ont été menées par le Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Imaginário, qui est le groupe qui a été fondé au Brésil en 1975, n'est-ce pas? Dans l'université de Federal de Pernambuco. Donc, ce centre de recherche s'est penché sur les œuvres d'art et une mythocritique de 700 œuvres d'art a été entreprise. Rappelons que la mythocritique pose que tout récit, littéraire bien sûr, mais aussi dans d'autres langages, musical, scénique, pictural, entretient une relation étroite avec le sermo mythicus, le mythe. Le mythe serait en quelque sorte le modèle matriciel de tout récit, structuré par des schèmes et archétypes fondamentaux de la psyché du sapiens sapiens la nôtre. Fin de citation. Voici donc quelques résultats obtenus par cette recherche. Les thèmes régionaux tournent autour des figures mythiques de Padricissimo. Alors ça, ce sont les orishas que j'aurais déjà dû vous montrer. C'est un artiste appelé Calibé et qui les représente. Et ils sont là tous ensemble. Ce sont les principaux orishas qui sont présents dans le quotidien brésilien. Alors, Padricissimo, qui est représenté, qui est une figure, on pourra en reparler, que les Brésiliens, surtout les gens du Nord-Est, invoquent pour leur donner de la force. Et les cangaceiros fameux, n'est-ce pas? Lampião et Maria Bonita, qui étaient, donc selon quelques-uns des bandits, selon quelques autres, les héros qui sauvaient le peuple du sertão, de l'intérieur des terres du Nord-Est. Les thèmes à contenu social, dépeignant la misère et la sécheresse du sertão, sont fréquents et d'expression forte, principalement chez le peintre Abelardo da Hora. Voilà.
Cependant, de nombreux autres thèmes, plus liés à l'expérience sociale quotidienne, sont représentés. En ce qui concerne le folklore, les peintres peignent beaucoup de scènes de folklore, n'est-ce pas? Malgré ses composantes universelles, le Bumba Meu-Boi, par exemple, c'est un animal du pont, n'est-ce pas? Le Bumba Meu-Boi est soumis aussi bien dans ses représentations iconographiques que dans ses représentations de rue à un traitement régional. Personnages, animaux, instruments, rythmes et récits correspondent au lieu et au moment vécus par la communauté. En partie, son importance dans la vie sociale peut être vue comme l'un des facteurs qui le font choisir comme thème par le peintre. En partie, ses composantes, personnages, vêtements, ordonnances, instruments sont typiques de la région et ils sont représentés par une grande quantité d'artistes. Avec les mêmes caractéristiques, il existe des représentations des Maracatu. Les Maracatu sont des représentations d'origine africaine qui sont le couronnement du roi par les Niga, par exemple, le peintre, des caboclings, je n'ai pas d'image, du ours de carnaval qui s'appelle là-bas à la ours. Non, là, c'est pas, c'est après. Voilà, l'ours de carnaval qui est un ours indompteur. Bon, la danse, le frevo, avec des parasols, couleurs caractéristiques, mouvements. Et là, on a plusieurs peintres, Baja, de Lula Gonzaga, est une représentation constante, ainsi que les cirandas. Les cirandas, qui est une danse et musique de Pernambuco, plus précisément de l'île de Itamaracá, des femmes de pêcheurs qui chantent et dansent en attendant leurs compagnons. Elle se caractérise par la formation d'un grand cercle, généralement sur les plages et sur les places, où les danseurs évoluent au son d'un rythme lent et répétitif. Et des quadrilles. Alors, où est la quadrille? J'ai perdu la quadrille. Voilà, la quadrille. Et la quadrille, où est-ce que j'en suis? Alors, la quadrille, une danse typique des fêtes de juin, du mois de juin, qui sont les fêtes du maïs, n'est-ce pas, regorge de références paysannes, mais son origine vient de Paris, du XVIIIe siècle, comme une danse de salon composée de 4 couples. Venue à la cour de Rio, la danse a fini par tomber dans le goût populaire et les ordres continuent d'y être donnés en français, parce qu'il y a des ordres dans la danse qui sont donnés et voilà, on dit dans les ordres chemin des dames, en avant tous, qui est devenu à l'avant tout, et en arrière qui est en arrière, n'est-ce pas? Donc, cela continue à être dit en français. Et cela est représenté dans les arts plastiques. Je passe maintenant à une toute autre direction. Dans une toute autre direction, il est possible d'observer le rôle des images de la faim dans la construction de l'identité du nord-est du Brésil. 3 images liées à la faim ont été choisies dans la mesure où elles sont redondantes dans la presse, dans la littérature, dans les œuvres d'art. Il s'agit du crabe, caranguejo, d'un type de lézard, calango, et d'un type de rat, gabiru. Le caranguejo, le crabe, n'est-ce pas, ou guayamou, fait partie des plats reconnus comme régionaux et divers restaurants spécialisés le servent. Mais surtout, il sert à l'alimentation quotidienne des pauvres et misérables qui vivent du mangue. En français, le mangrove, n'est-ce pas? Qui sont considérés comme la base de la chaîne alimentaire marine et qui, pour les scientifiques, sont symboles de fertilité, diversité et richesse.
Josué de Castro, scientifique brésilien, a montré son importance dans la survie à Recife. Divers groupes musicaux actuels reprennent le thème, principalement le Mangue Beat, idéalisé par Chico Science, qui est bien connu dans le Nord-Est. Fred 04, qui est aussi un musicien, au sujet de l'homme crabe et de ses dédoublements en enfant du mangrove, du mangue, observe, je cite, « Aujourd'hui, les Mangue Boys et les Mangue Girls sont des gens qui s'intéressent au hip-hop, au collapse de la modernité, au chaos, aux attaques de prédateurs, essentiellement de requins, à la mode, à Jackson do Pandeiro, qui est un musicien brésilien, à Josué de Castro, que je viens de citer, à la radio, au sexe non virtuel, au sabotage, à la musique de rue, au conflit ethnique et à Malcolm McLaren, aux Simpsons. » Donc, on voit une salade, n'est-ce pas, qui est regroupée sous le nom de Mangue Beat, donc du mangrove, qui s'est rattaché, ces images sont rattachées au mangrove. L'autre animal, c'est le calango. Calango, qui est un lézard de grande taille, est le dernier à mourir pendant les temps de sécheresse dans le sertão, dans les terres de l'intérieur. Souvent, la vie humaine dépend de la rencontre d'un calango sur la terre sèche et déserte. Il est devenu synonyme de résistance et a donné son nom aux constructeurs de Brasilia. On appelait les constructeurs là-bas de calango. Et à des danses et à des journaux. Il se transforme en représentant de l'identité brésilienne. Bien ou mal, l'expression calango ne distingue pas les tribus. Elle arrive à intégrer des modalités artistiques qui étaient dispersées. Elle a une saveur de quartier que le Brésilien, c'est-à-dire celui de Brasilia, a toujours identifié chez les cariocas, les gens de Rio, les Baianais, les Paulistas, les Mineiros, Gaúchos, etc., enfin de toutes les régions du Brésil. Nous aimons associer le mot calango non pas à un possible mouvement culturel qui se manifesterait au centre-ouest du Brésil, mais à un état de vigile permanente de l'habitant qui résiste et construit jour à jour la manière d'être du Brésilien. Ce qui disait ça, c'est un joueur de capoeira qui a été assassiné par un suiveur de l'actuel président. L'autre animal, c'est le guabiru. Le guabiru est un gros rat. Et de là vient l'enfant guabiru, l'homme guabiru, qui représente ceux qui vivent de la nourriture des poubelles, faisant surgir une sous-race. Il y a des théories là-dessus. Les hommes guabiru. Historiquement, ce bestiaire de la faim fait partie de la construction de l'identité nationale. Pendant la monarchie, selon un journal cité par Pereira da Costa, le calango était l'épithète attribuée aux libéraux constitutionnels qui donnaient support à la monarchie sous ses principes politiques. Le guabiru peut être une insulte. Selon un journal de 1844, il s'agit d'une dénomination insultante donnée par le Parti libéral aux conservateurs. Il serait possible de voir dans cette relation homme-animal une dimension totémique, en tenant compte du fait que totémisme et organisation sociale sont inséparables. Cependant, nous observons ici d'autres aspects qui seraient contradictoires. Le fait de la non-existence de tabous alimentaires, par exemple. Cependant, reste le fait que le totémisme soit lié à la conscience selon laquelle un groupe social est uni
et apparenté à un animal. Cet aspect-là est présent. Bon, l'image commune à ces trois animaux, à notre avis, est celle de la métamorphose, resignifiant la liaison humain-animal. Métamorphose qui rejoint l'observation de Michel Maffezoli, selon laquelle le Brésil a toujours été postmoderne dans son aspect d'indéfinition des frontières entre nature et culture, par exemple. Métamorphose qui traduit une vision du monde où il n'y a pas évolution de l'animal à l'homme, où il n'y a pas de dichotomie, mais un rapport de fraternité et solidarité, d'inclusion. Au niveau du quotidien, la capacité de résistance à l'adversité est traduite par les poètes et par les journaux. Je cite, en mai 1998, la revue Veja a choqué en montrant dans le reportage « O fantasma da fome », le fantôme de la faim, un enfant du Ceará qui, désemparé par le gouvernement et à la merci de la pluie, mangeait des calambouches pour survivre. Au niveau politique, cela se traduit par des positions plutôt fatalistes puisque l'humain est ambigu, dynamique, résistant et en symbiose avec la nature. Il n'est pas nécessaire d'établir des salaires de base, ni des plans de protection sociale, sécurité sociale et autres. Il existe même un certain orgueil diffus qui pourrait se traduire par la pensée. Quoi qu'il arrive, nous sommes indestructibles. Finalement, nous pouvons encore observer les commentaires qui, dans la presse, ont accompagné la prise de pouvoir de Lula, du président Luiz Inácio Lula da Silva, au sujet de son nom, Silva, le nom le plus commun au Brésil. Un journal notait, je cite, « Silva est aussi synonyme de brio, persistance et ténacité de celui qui vit oublié dans une campagne distante ou dans une périphérie perdue. » Fin de citation. L'identité culturelle acquiert donc profondément cette dimension de résistance dynamique et capacité de transformation cyclique, engramme le plus efficace contre le passage du temps et contre la mort. Pour terminer, il est important de souligner le changement politique récent, depuis 2016, survenu dans le pays après le coup d'État qui a destitué Dilma Rousseff, qui ont eu pour conséquence un profond changement au niveau identitaire. En effet, l'homme cordial brésilien là, c'est que je suis si grande. Je vous avais fait voir tout ça. Je n'étais pas sur le bon bouton. J'arrive. Voilà, j'ai fermé le micro. Voilà, ça y est. Ça y est. Donc, en effet, l'homme cordial brésilien, il y a le livre là, a servi de modèle pendant de nombreuses années. Ce concept a été développé par l'historien brésilien Sérgio Buarque de Holanda dans Raízes do Brasil, publié en 1936. Selon ce concept, les vertus des Brésiliens, tant vantées par les étrangers, telles que l'hospitalité et la générosité, représentent un trait certain du caractère brésilien. Pendant les 2 derniers gouvernements avant 2016, c'étaient là les aspects prédominants valorisés par la société. À partir de la destitution de la présidente Dilma Rousseff, s'installe un tout autre imaginaire, un imaginaire de structure héroïque où les valeurs prédominantes sont la division, l'opposition, l'exclusion, la destruction. Cette destruction, domination, porte aussi bien sur la nature que sur la société, menant à la dévastation des écosystèmes comme l'Amazonie et le Pantanal, et au démantèlement des familles, des tribus,
selon Maffezoli, des amitiés. Le trajet anthropologique semble avoir souffert une brusque secousse. Les mythèmes, comme l'a bien montré Gilbert Durand dans ses exercices de mythanalyse, sont dynamiques à l'intérieur d'un même mythe. Selon les circonstances, ils peuvent être plus ou moins valorisés. Les mythèmes valorisés maintenant sont ceux spécifiques de la structure héroïque, passage donc d'un régime nocturne antérieur au régime diurne actuel. En plus de cette dynamique des mythèmes, la mythanalyse est une analyse des mythes en tension dans une certaine société à une certaine époque, dit Durand, et dans ce sens, et dans ce cas du changement brésilien, il est possible d'observer la construction d'une nouvelle identité individuelle et collective en fonction du contexte politique. Merci.